Bonjour tout le monde, donc en direct d'Indianapolis au congrès 2015 de la PTA où je sors d'une conférence très intéressante qui a été présentée par Chad Cook et Gwendolyn Joll sur le rôle de la physiothérapie dans la gestion de la douleur cervicale persistante en première ligne. Et j'ai deux conclusions pour vous qui seraient très intéressantes. Premièrement, avant de traiter, il faut évaluer, donc il faut faire un diagnostic. Ce que Chad Cook nous présente, c'est des données très intéressantes où il nous démontre que dans notre évaluation, on devrait faire les tests en premier qui ont un rapport de vraisemblance, un likelihood ratio négatif élevé. Et plus tard, après notre palpation, évaluation objective, faire nos autres tests spécifiques qui ont un likelihood ratio positif à la fin pour venir confirmer. Je prends par exemple, vous avez un patient qui a une cervicalgie, vous suspectez une radiculopathie. Les tests neurodynamiques aux membres supérieurs, les UNLT, n'ont pas un bon likelihood ratio positif, mais ont un excellent likelihood ratio négatif. Donc, c'est un test qu'on devrait faire en premier. Pourquoi? Parce que s'il est négatif, on va être capable vraiment d'exclure la pathologie chez ces patients-là. Continue l'évaluation. Par la suite, on a encore des doutes, mais pour confirmer le diagnostic en physiothérapie au niveau de la radiculopathie cervicale, mais le meilleur test à faire, ça serait le test de Sperling, dont le likelihood ratio positif est environ de 5, donc qui viendrait nous aider à mieux confirmer notre diagnostic là-dedans. Donc, des notions bien intéressantes. Évidemment, ça nécessite de connaître les likelihood ratio positifs et négatifs de la majorité des tests, d'être capable de les interpréter, mais je pense que c'est quelque chose qui peut facilement s'intégrer dans notre pratique clinique. Deuxième conférencière, c'était Gwendolyn Joll, évidemment d'Australie, qui venait nous parler de l'approche multimodale dans la gestion de la cervicalgie persistante. Évidemment, elle nous rappelle les évidences. Ce qu'on sait, c'est que plus on en fait, mieux ça marche. En gros, ce qui marche le mieux, selon les données, c'est une combinaison d'exercice et de thérapie manuelle. Et ça peut en rassurer plusieurs. Nous rapporte des données que l'on fasse de la thérapie manuelle en mobilisation ou en manipulation, on a les mêmes résultats. Donc, ça peut vous rassurer. Mais que c'est peut-être pas assez. Ou qu'est-ce qu'on fait comme exercice? Il faut se rappeler que ces gens-là, au niveau de la cervicalgie chronique, ont aussi des déficits au niveau du contrôle moteur. Donc, moins bon contrôle moteur. Donc, on doit adresser cette composante-là avec des exercices spécifiques. À la fin, un intervenant lui a adressé la question, est-ce que ça serait quoi le meilleur exercice qu'on devrait faire? Est-ce qu'il doit être complexe, etc.? Puis sa réponse était non, on doit tendre vers la simplicité. Donc, pas juste aller vers la force, l'endurance, l'amplitude articulaire, ajouter des exercices de contrôle moteur, mais rester dans le simple. Et sa grande conclusion, qui est aussi intéressante, pour sa part, une experte chercheur en physiothérapie musculo-squelettique au niveau cervicalgie, elle a dit qu'on devrait arrêter de travailler sur des nouvelles approches thérapeutiques, mais vraiment raffiner celles qu'on a et surtout travailler sur la dose, parce que c'est des aspects qui sont encore peu clairs en physiothérapie pour nous. Donc, ça résume l'essentiel de cette conférence-là, puis je vous reviens plus tard.